Mesdames, Messieurs les membres des associations, Mesdames, Messieurs les élus, chers camarades, chers amis, il ne sait pas nager. Un bico comme ça ne nage pas. Ah, ça coule, tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied. Ses propos glacent le sang, ils donnent la nausée, ils révoltent. Et ce ne sont pas les mots d'un policier appartenant aux unités du préfet Maurice Papon le 17 octobre 1961, mais ceux prononcés par des agents de police du commissariat d'Asnières le 26 avril 2020. Après avoir poursuivi un jeune homme à l'île Saint-Denis et avoir ainsi considéré la possibilité de le laisser se noyer, ils l'ont passé à tabac dans un fourgon de police. Qui d'entre nous n'a pas pensé en entendant ces mots au 17 octobre 1961 ? Ce que nous disent ces mots, c'est que le 17 octobre 1961 n'est pas qu'une mémoire issue d'un passé colonial lointain et révolu. Le 17 octobre 1961, c'est aussi notre présent, celui de l'héritage du colonialisme, du racisme, de l'islamophobie qui hante toujours notre pays. Le 17 octobre 1961, cela peut aussi être notre futur, celui de la barbarie qui menace si le pirate vient, si l'extrême droite accède un jour au pouvoir. Un peuple qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre et à commettre les mêmes erreurs. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour faire vivre la mémoire du passé, pour en tirer les leçons et nourrir les luttes du présent, pour conjurer le pire et construire un avenir meilleur. Il faut donc rappeler ce qui s'est passé ce 17 octobre 1961, encore et encore. À la fin de l'après-midi, entre 20 000 et 30 000 hommes, femmes et enfants venus de tous les coins de la région parisienne, des banlieues industrielles et des bidonvilles, commencent à se diriger par petits groupes vers le centre de Paris. Ils manifestent pacifiquement pour dire non à la discrimination et à la répression accrue dont ils font l'objet depuis des mois en région parisienne, qui a culminé avec l'imposition d'un couvre-feu le 5 octobre, et pour demander la paix et l'indépendance de l'Algérie. Les manifestants doivent converger sur 3 grands axes. Pont de Neuilly-Étoile pour ceux venus de l'Ouest, boulevard Saint-Michel et Saint-Germain pour ceux venus du Sud, Opéra République pour ceux qui arrivent du Nord et de l'Est. Vêtus de leurs habits du dimanche, ils marchent en bon ordre, dans le calme, avec une inexprimable dignité. Les policiers dirigés par le préfet Maurice Papon les attendent, armés jusqu'aux dents. Matraques, barres de fer, manches de pioche, pistolets, mitraillettes, animés d'un esprit de revanche. Notre rêve, on se dit, un jour quand même, ils vont bien faire la connerie de sortir tous ensemble et on va pouvoir régler les comptes, dit l'un d'entre eux, l'agent Raoul Létard. Ils encerclent les cortèges, ils frappent, ils tirent, ils mitraillent la foule, ils jettent les manifestants dans la Seine, ils arrêtent les autres, alignés, main sur la tête, avant d'être emmenés dans les bus de la RATP réquisitionnés à cet effet, vers des centres de détention où les tortures et les meurtres se poursuivent. Ils poursuivent leurs orgies de violence en petits groupes de policiers mobiles qui sillonnent les banlieues, les bidonvilles, continuant à semer la mort jusqu'au bout de la nuit. Sur le pont de Clichy, le gardien de la paix, Paul Rousseau, voit ses collègues revenir fièrement, du sang sur les mains. Tu vois, on les a eus, nos bougnoules. Au matin du 18, 14 000 Algériens raflés sont détenus dans les commissariats, dans la cour de la préfecture de police, au palais des sports, au stade de Coubertin. Le pavé de Paris est couvert de mares de sang, couvert de chaussures, d'écharpes, de bérets abandonnés. Des corps flottent sur la Seine. On ne connaîtra jamais le nombre exact des victimes, des milliers, des centaines de morts. La plus jeune n'avait que 16 ans. Son corps fut retrouvé le 31 octobre dans la 7e écluse du canal Saint-Denis. Elle s'appelait Fatima Bédar. Combien d'autres demeurent aujourd'hui anonymes ? Combien ont vu leur mémoire occultée, ensevelie sous le mensonge d'État imposé dès le 18 octobre par le pouvoir et les grands médias ? Pour en finir avec ce déni et rétablir la vérité, il faut aussi dire que le massacre du 17 octobre 1961 ne fut pas un événement singulier. Il fut l'aboutissement des politiques de répression menées depuis des mois contre les Algériens indésirables en métropole. Quadrillage, fichage, rafles, détention, expulsion, meurtre. L'aboutissement de 7 années de guerre criminelle menée dans les départements français d'Algérie, comme on disait alors. Humiliation, exécution sommaire, torture, massacre, bombardement au napalm, déportation de 4 millions d'Algériens dans des camps de regroupement. L'aboutissement de la violence déployée par les autorités françaises en Algérie et partout dans leur empire,
depuis le début de la conquête coloniale. Pillage, massacre, colonne infernale, enfumade meurtrière. Le régime colonial est un régime instauré par la violence, écrivait Frantz Fanon. Il ne se maintient que par la violence et engendre toujours davantage de violence. Dès le début, l'Algérie et l'ensemble des colonies françaises furent le laboratoire des nouvelles techniques de répression. Et dès le début, ces pratiques punitives furent importées en métropole à travers les institutions, l'administration, la police, l'armée et les agents qui les animaient, aux fonctionnaires, policiers, militaires. Il suffit de suivre le parcours du préfet Maurice Papon, responsable de la sous-direction de l'Algérie du ministère de l'Intérieur, préfet de Constantine, secrétaire général du protectorat au Maroc, inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire de l'Est algérien. C'est avec les agents, la doctrine, les pratiques de la guerre coloniale qu'il orchestra le massacre du 17 octobre 1961. Ce 17 octobre fut le plus pur produit du système colonial, un massacre colonial, produit d'un système qui fut tout entier un crime contre l'humanité. Voilà la vérité. Cette vérité, il est d'autant plus urgent de la dire que ce système colonial qui a produit le 17 octobre 1961 n'a pas disparu dans les brumes du passé. Tout au contraire, l'héritage colonial habite et façonne toujours notre présent. Dans le monde, c'est un ordre néocolonial qui prévaut. Quand l'Occident s'affranchit du droit international et impose sa domination par la force, quand il maintient sous son joug ses anciennes colonies, quand il organise le pillage de leurs ressources, quand il permet la colonisation et même le génocide d'un peuple dominé, comme il le fait en Palestine, à Gaza. Dans les Outre-mer françaises aussi, c'est une violence coloniale qui perdure. Quand le pouvoir y organise une situation sociale insupportable, quand il traite leurs habitants comme des citoyens de second rang, quand il n'a pour seule réponse à leur mobilisation que d'envoyer les gendarmes du GIGN et les blindés Centaure, quand ceux-ci tirent et tuent, comme ils l'ont fait en 2024 encore, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et dans l'Hexagone, c'est un ordre hérité du colonialisme qui structure la société depuis les années 1960-1970. Au lendemain des décolonisations et des indépendances, le capitalisme français se redéploie. Il attire par centaines de milliers la main-d'œuvre des anciennes colonies dans ses usines et sur ses chantiers, à la périphérie des grandes villes de l'Hexagone. Pour contrôler et dominer ce prolétariat, l'État importe et reproduit directement les modes de gestion élaborés dans les colonies. C'est l'effet de retour de la colonisation, tel que le nommait le philosophe Michel Foucault. Le pouvoir bâtit un ordre racial, social et spatial qui structure les champs du travail, du logement, de l'école, de la santé, des administrations, des médias, qui se matérialise au quotidien par des pratiques de discrimination, par des formes multiples et systématiques de ségrégation. Cet ordre s'appuie sur des pratiques policières, et c'est dans ces pratiques qu'il est le plus manifeste. Le premier préfet de la Seine-Saint-Denis, nommé en 1969, s'appelle Pierre Bolotte. Formé à la répression coloniale en Indochine, puis en Algérie, directeur du cabinet du préfet pendant la guerre d'Algérie, puis en Guadeloupe, où il fit tirer sur les manifestants en mai 1967. Il crée en 1971 à Saint-Denis la première brigade anticriminalité, la BAC. La relégation des quartiers populaires et de leurs habitants, c'est l'héritage de la colonisation. La police des quartiers populaires et ses violences, c'est l'héritage des savoir-faire développés pour réprimer les colonisés. La volonté de perpétuer cet ordre colonial est de plus en plus crânement assumée aujourd'hui, à l'heure où montent partout autour de nous les discours xénophobes, islamophobes et racistes, à l'heure où s'exprime à nouveau, jour après jour, une haine particulière et obsessionnelle contre l'Algérie et contre des millions d'Algériens et franco-algériens, quand un député du Rassemblement national ose qualifier le 17 octobre 1961 de manifestation coordonnée par un organisme terroriste, le FLN, et nier la réalité du massacre qui ne serait que mensonge et propagande. Quand une élue de la droite, soi-disant républicaine, ose se dire fière de son histoire familiale liée à l'OAS, quand un éditorialiste d'une grande chaîne d'information ose dire que nous n'avons pas à rougir de la politique de la France en Algérie, quand les lois discriminatoires se succèdent les unes après les autres, loi séparatisme, loi immigration, proposition d'abrogation de l'accord franco-algérien de 1968, jusqu'où iraient ces fauteurs de haine s'ils accédaient demain à l'ensemble des pouvoirs? Nous ne le savons que trop bien. C'est notre devoir le plus sacré que de leur faire obstacle. Face au discours de haine, face à un ordre social injuste, face au danger de l'extrême droite, la vérité
est révolutionnaire. La mémoire est révolutionnaire. C'est pourquoi le 17 octobre 1961 nous parle toujours, plus que jamais. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui ici, comme chaque année, depuis tant d'années. Nous inscrivons nos pas dans ceux des générations de militants qui se sont levés et ont lutté dès le lendemain de ce 17 octobre contre le déni, la censure, le mensonge d'État, pour la lumière, la vérité, la justice, familles et descendants des victimes, historiens et intellectuels engagés, militants des associations anticoloniaux, racistes, antiracistes, militants syndicaux et politiques des forces de gauche et de progrès. Aubervilliers s'honore de compter parmi les siens beaucoup de ces justes parmi les justes, ces militants, Mouloud Aounit, Boualem Benkemouf, ces militaires issus de toutes les sensibilités de la gauche, Jacques Ralit, Jacques Salvatore, Pascal Baudet, Meriem Derkaoui. Leur engagement a tiré un fil rouge que nous nous efforçons modestement de prolonger aujourd'hui ici. Je veux saluer leur patience, leur ténacité, leur courage et vous remercier toutes et tous ici présents pour le dévouement avec lequel vous poursuivez leur combat et organisez chaque année cette cérémonie. Le combat n'est pas terminé. La reconnaissance pleine et entière du massacre du 17 octobre 1961 n'est pas encore acquise. En 2012, le président François Hollande déclarait pour la première fois que la République reconnaissait avec lucidité les faits. En 2021, le président Emmanuel Macron évoquait des crimes inexcusables pour la République. Mais les termes restent vagues. En mars 2024, une résolution déposée à l'Assemblée nationale par Sabrina Sebaï, députée écologiste, et que nous avons adoptée, reconnaissait une répression violente et meurtrière entraînant de nombreux morts et blessés, commises sous l'autorité du préfet de police Maurice Papon. Enfin, les faits et les responsables étaient nommés. Mais ce texte reste au milieu du gué. Il faut que l'on cesse de faire comme si le préfet Papon avait agi seul. Que l'on dise enfin que le massacre du 17 octobre 1961 fut le crime de tout un pouvoir, un crime colonialiste, un crime raciste, un crime d'État. C'est le sens d'une nouvelle résolution portée aujourd'hui par mon camarade député insoumis Idir Bomertit. C'est le combat qui nous attend demain. Ce combat, nous le devons aux victimes du 17 octobre, dont la mort, la mémoire, les noms mêmes ont été occultés, à leurs familles, leurs descendants, leurs proches, auxquels notre pays s'est trop longtemps refusé à demander pardon, à toutes celles et ceux qui portent leur souffrance en héritage et qui ont droit à la dignité, au respect, à la justice. Nous le devons plus largement à notre pays, qui doit enfin regarder en face son passé, à lire à livre ouvert toutes les pages de son histoire, toutes, y compris les pages sombres, celles de son passé colonial et de ses crimes, et qui doit tirer les leçons de ce passé pour enfin le solder. Frantz Fanon écrivait encore, en 1961 justement, « Nous ne sommes rien sur terre si nous ne sommes pas d'abord l'esclave d'une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. Ensemble, cultivons l'amitié entre les peuples français et algériens que tant de choses unissent. Ensemble, bâtissons une nouvelle France, une France harmonieuse et une République réellement fidèle à ses principes, liberté, égalité, fraternité. Ensemble, décolonisons les sociétés, les esprits et les cœurs et travaillons à l'épanouissement de l'humanité véritablement universaliste. Je vous remercie.